Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe qui va vous faire découvrir Bruxelles sous un angle différent. Une ville verte, pour ne pas dire une ville sauvage, où vivent des centaines d'animaux insoupçonnés. Mais cette belle biodiversité est aujourd'hui menacée. On en parle avec Thomas Jean, photographe animalier, et avec Saskia Bricmont, députée européenne. Voici Station Europe. On se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles et d'abord je vous présente Thomas Jean. Merci d'être avec nous. Vous êtes photographe animalier et vous avez fait de Bruxelles votre terrain d'observation, votre plaine de jeu si j'ose dire. D'abord cette obsession pour la nature, pour les animaux sauvages dans une grande ville comme Bruxelles, elle vous vient d'où ? Je dirais que depuis enfant, depuis tout petit, moi je suis passionné par la faune sauvage. C'est vrai que c'est quelque chose qui est familial chez nous. C'est-à-dire que très rapidement, mon père, mes parents de manière générale et même mes grands-parents nous emmenaient sur la piste animale, notamment dans les gorges du Verdon. Et puis très rapidement, ça a pris le pli sur la ville. Et vraiment, depuis toujours, j'ai exercé tous mes sens à l'observation animalière, même en milieu urbain, parce qu'on a une multitude d'espèces incroyables. Et vous avez créé un site qui s'appelle La Minute Sauvage, sur lequel on peut voir vos photos, également des vidéos que vous tournez. Et puis, il y a un livre qui vient de paraître, qui s'appelle Coexistence. C'est un beau livre pour s'émerveiller ou c'est un livre militant ? Alors je dirais que c'était un peu des deux. Après, le terme militant ne me correspond pas vraiment. L'émerveillement, c'est une très belle porte d'entrée pour réussir à toucher des personnes qui ne seraient pas forcément sensibles à la question environnementale ou liées à l'affaiblissement de la biodiversité. Et inévitablement, comme c'est la relation que j'ai avec la nature, ici à Bruxelles, j'étais obligé de passer par l'émerveillement. Parce qu'on a vraiment une richesse naturelle incroyable ici à Bruxelles. Mais je ne pouvais pas non plus faire semblant que tout allait bien. Parce qu'on peut s'indigner en voyant certaines photos, notamment la photo de cette cigogne prisonnière d'un sac plastique, avec en plus un logo écologique. Ah oui, là pour le coup, c'est le logo universel du recyclage qui est apposé sur ce sac plastique qui l'entrave au niveau du cou et au niveau de la patte. Et cette cigogne, elle est à Bruxelles pour une raison, c'est se nourrir. Et là où elle se nourrit, c'est une centrale de tri de déchets. Donc elle est sur un amas de déchets organiques. Et c'était une situation vraiment délicate à laquelle j'ai dû faire face, mais qui me semblait important de montrer, par le biais de mon travail photographique, pour justement nous questionner par rapport aux réponses qu'on offre à la question environnementale. Alors, la photo dont vous êtes le plus fier, votre plus belle photo, c'est quoi ? Techniquement parlant et en termes de difficulté d'observation animalière, c'est potentiellement la photo de faucon pèlerin qu'on voit dans son environnement. C'est le ciel, et ici le ciel urbain, le ciel bruxellois. Un des oiseaux les plus rapides. C'est l'oiseau le plus rapide d'ailleurs, qui est, pour la petite anecdote, capable d'aller jusqu'à près de 400 km/h lorsqu'il chasse ses proies en plein vol. Et on le trouve à Bruxelles. Et on le trouve à Bruxelles. On a d'ailleurs le record européen de faucon pèlerin nicheur ici à Bruxelles. À titre de comparaison, à Paris, on estime à 2-3 couples de faucons pèlerins présents sur la capitale française, alors qu'ici à Bruxelles, on a une quinzaine de couples. Alors vous l'avez dit, la biodiversité est en péril, en particulier dans une ville comme Bruxelles. D'abord, c'est quoi la biodiversité ? Alors, c'est une très bonne question, parce que c'est un terme qui est généralement galvaudé, mais il pourrait se décrire ou se définir par l'ensemble des êtres vivants et par l'ensemble des écosystèmes, incluant aussi l'ensemble des individus et donc le patrimoine génétique. Donc c'est une diversité d'espèces animales et végétales présentes sur une zone. Et cette biodiversité, elle est généralement mise à mal par notamment l'activité humaine, par l'humain lui-même. Et en particulier à Bruxelles ? Et en particulier à Bruxelles, puisqu'on a un milieu qui est le milieu urbain, qui est un milieu qui évolue très rapidement, notamment du fait du développement du territoire. Et aujourd'hui, une grande partie des zones les plus propices à la présence de la faune sauvage sont visées par des projets immobiliers.
Alors, la vie, parfois, vous la découvrez dans un cimetière. On va regarder un petit extrait d'une vidéo que vous avez tournée au cimetière de Bruxelles. On regarde. Bonjour les gens, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Sauvage. Alors cette fois-ci, je vous emmène dans un endroit vraiment insolite pour observer la nature en pleine ville, le cimetière de Bruxelles. Let's go! Ce qui est vraiment excellent avec le cimetière de Bruxelles, c'est que d'une part, il est très grand, c'est 38 hectares en pleine ville, et d'autre part, le mode de gestion est, je trouve, extrêmement moderne puisqu'on laisse une place très importante à la nature, ce qui lui permet d'évoluer librement et ce qui nous permet d'avoir une biodiversité assez importante en termes d'espèces animales, mais aussi en termes d'espèces végétales. Alors comme on est au printemps, j'avais évidemment envie de tenter d'observer une nouvelle fois une famille de renards en pleine ville. Donc j'ai fait pas mal de recherches, j'ai même été dans d'autres cimetières et j'ai fini par tomber sur ça. Retour sur notre plateau au Parlement européen. Thomas Jean, ces renards à Bruxelles, on peut s'émerveiller, mais c'est quand même pas leur place d'être là en pleine ville. Alors c'est une très bonne question. En fait, le renard, c'est probablement l'un des mammifères qui a les plus grandes capacités d'adaptation. C'est un animal qu'on retrouve à travers toute la planète. Et il est presque comparable, enfin, ses capacités d'adaptation sont presque comparables à celles de l'être humain. Donc effectivement, le milieu urbain, c'est un milieu dans lequel cette espèce-là va pouvoir s'adapter assez facilement. Il n'y a pas qu'à Bruxelles où on retrouve une quantité impressionnante de renards en pleine ville. Alors on va accueillir maintenant Saskia Brikmont, qui est députée européenne dans le groupe des Verts. Saskia Brikmont, merci de nous rejoindre. Je vous présente Thomas Jean, que vous pouvez saluer de loin, bien sûr. Saskia Brikmont, on parle beaucoup du climat, on parle beaucoup moins de la biodiversité. On ne voit pas 100 000 personnes dans les rues de Bruxelles ou de Paris en faveur de la biodiversité. On devrait pourtant ? On devrait, ce n'est même plus une question à se poser et la biodiversité représente une urgence aussi importante que le climat. Et ce sont d'ailleurs deux facettes de la même pièce. Les deux sont liés. Les deux sont intimement liés parce que la perte de biodiversité nous empêche d'affronter efficacement et de s'adapter aux conséquences du dérèglement climatique. On pense aux inondations, et c'est vrai en ville, et c'est vrai à la campagne aussi. Anticiper et s'adapter aux conséquences du dérèglement climatique qui vont aller croissantes. Donc, tous les rapports convergent pour montrer que les phénomènes extrêmes vont s'amplifier, que ce soit les inondations d'un côté, les phénomènes d'extrême chaleur de l'autre aussi, et que donc on doit mettre en place des mesures qui visent à restaurer la biodiversité, à ramener la nature, à rendre à la nature sa place initiale, en fait, qu'on a eu tendance via les activités humaines essentiellement à détourner. Et pour lutter contre les inondations, c'est redonner sa place naturelle à l'eau, c'est revégétaliser pour permettre une meilleure absorption de l'eau, un meilleur écoulement de l'eau. En ville, mais aussi à la campagne. On l'a vu avec et aujourd'hui, il n'y a pas de Belgique, doute, la biodiversité est en déclin partout en Europe en particulier. Malheureusement, la biodiversité est en déclin en Europe et dans le monde. Là aussi, des rapports alarmistes de l'équivalent du GIEC, donc l'IPBES au niveau international, pointe bien le déclin généralisé de la biodiversité et l'accélération aussi de ce déclin, essentiellement lié à l'activité humaine, encore une fois, dans différents domaines, que ce soit l'agriculture et l'utilisation intensive de pesticides dans une agriculture encore majoritairement industrielle. Et la politique européenne ne va malheureusement pas dans l'autre sens, que ce soit via le commerce, puisque l'intensité de l'activité humaine a aussi un impact à la fois sur les émissions de CO2, la pollution de l'air, et sur la dégradation de l'environnement via la déforestation. Et là aussi, on sait qu'on doit agir urgemment, particulièrement dans un contexte de pandémie, par exemple contre la déforestation. Or, cette dernière année, on voit que les statistiques continuent à augmenter. Je prends l'exemple du Brésil de Bolsonaro. La déforestation s'est encore amplifiée cette année 2021 en plein contexte de pandémie, là où on sait que le lien entre l'accélération des pandémies, comme celle dans laquelle on se trouve actuellement, et la perte de biodiversité est directe. Et que donc tout se tient en fait. On doit avoir une approche globale et faire en sorte que toutes les politiques agricoles, commerciales, soient cohérentes par rapport à cette préservation, à ce besoin de préserver et restaurer la biodiversité. Et Thomas Jean pointait également l'urbanisation forcée, le fait qu'à Bruxelles, par exemple, il y ait des tas de projets immobiliers qui vont voir le jour dans des zones vertes.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer en particulier? Oui, tout à fait. Et c'est aussi la philosophie du stop béton. Le stop béton a été annoncé. Maintenant, il faut à nouveau arrêter de se poser la question et faire. Faire, c'est faire en sorte que tout nouveau projet soit analysé à l'aune de ce besoin de nature, de végétalisation, d'ancrer finalement, oui, quelque part un besoin d'urbanisation qui se poursuit. Néanmoins, la croissance démographique n'est pas celle qui avait été annoncée il y a plusieurs années quand certains projets ont été réfléchis. Et aujourd'hui, on sait qu'on ne peut plus envisager les projets sans envisager leur intégration dans un milieu naturel, donc de débétoniser la ville, déminéraliser la ville, faire en sorte à la fois de restaurer des espaces, de vie. Et on l'a vu avec la pandémie, la population a besoin d'espaces verts. C'est une question de bien-être, c'est une question de santé publique. Il faut arrêter de construire à Bruxelles? Arrêter de construire, ce n'est pas possible. Il faut construire autrement. Autrement, c'est construire davantage aussi en hauteur, c'est revoir les modes d'habitat. Je pense qu'il y a différentes adaptations possibles, que ce soit des habitats partagés, que ce soit des îlots qui permettent aussi une forme de végétalisation, de revégétaliser les toits, les façades. C'est à la fois lutter contre la perte de biodiversité, mais c'est aussi ramener la nature en ville pour lutter contre les inondations en ville, pour lutter contre les îlots de chaleur, puisque les phénomènes de canicule vont aller aussi en augmentant. Et il faudra proposer des espaces de rafraîchissement à la population qui habite en ville et qui ne pourra pas s'offrir le luxe de partir à la campagne, à la mer ou à l'extérieur de la ville pour se rafraîchir et avoir accès à des espaces végétalisés, mais aussi d'eau. C'est aussi rétablir des mares, rétablir des zones humides qui sont utiles à la fois contre ce phénomène d'inondation, mais aussi pour restaurer la biodiversité et faire en sorte que les gens aient accès à ces espaces vitaux. Thomas Jean, vous pointez une phrase de Rudy Vervoort, le ministre-président de la région bruxelloise. Vous pointez cette phrase dans votre livre. « Bruxelles n'a pas la vocation à devenir une réserve naturelle », a-t-il dit. Mais en quoi cette phrase est-elle choquante ? Mais elle est plutôt interpellante dans la mesure où il essaierait de faire passer le discours écologique, environnemental, pour déraisonner, pour quelque chose de déraisonné. Évidemment, moi je rejoins totalement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que l'urbanisme est un outil qui permet de répondre aux besoins de la fluctuation de la population, de son évolution. Et il ne faut pas arrêter de construire, pardon. Il faut arrêter de construire sur du verre. Il faut commencer à rénover. Et donc c'est exactement ce qui vient d'être dit. Il faut trouver des alternatives à ce qu'on a toujours fait. Et les alternatives, c'est pas nécessairement de construire sur des zones à haute valeur biologique, comme la Frigosafa, le Donderberg, le Marais-Huit. C'est de rénover déjà l'existant, de trouver de nouvelles solutions. Et justement, si on veut favoriser la biodiversité en milieu urbain, la première chose qu'on peut faire, et qui est très peu coûteuse, c'est de préserver l'existant, de préserver les zones vertes déjà là, et cette richesse et ce patrimoine naturel bruxellois en fait. Est-ce que Bruxelles est une ville qui est quand même plus riche en biodiversité que d'autres villes en Europe Alors là, pour le coup, il faudrait faire un comparatif de données, de présence d'espèces. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Bruxelles a encore aujourd'hui une richesse naturelle importante. Et là, pour le coup, on peut se référer à l'outil de sciences participatives de Natagora qui s'appelle observation.be et qui permet d'encoder l'ensemble des observations sur le territoire bruxellois. Et c'est vrai qu'on retrouve dans certaines zones des espèces qui sont rares, voire très rares, et certaines espèces qui ne sont observées que là, pour la région bruxelloise et parfois pour le pays. Donc c'est une richesse qu'on aurait tout intérêt à préserver pour de multiples raisons, mais aussi parce que dans les années à venir, ça va nous être très utile pour pallier au dérèglement climatique et à son impact. Saskia Bricmont, vous avez évoqué l'agriculture. En quoi elle menace la biodiversité? Ce sont les produits, les herbicides, les insecticides? C'est ça qui pose problème? Oui, tout à fait. C'est l'utilisation des produits chimiques et autres pesticides qui provoquent le déclin à la fois des pollinisateurs, donc dont on a besoin pour alimenter cette biodiversité et l'entretenir.
et qui est nécessaire à notre Les abeilles, alimentation. en Les particulier. abeilles en particulier, mais pas que. C'est un ensemble d'espèces et c'est la richesse de la biodiversité qui nous permet de continuer à nous nourrir. Et il ne faut pas oublier que l'espèce humaine est une des espèces dans cette biodiversité. On appartient à la nature en fait. Et donc c'est aussi un signal très important qui nous parvient aujourd'hui de dire ce sont des espèces qui sont menacées et in fine c'est l'espèce humaine qui est menacée derrière cette menace. Donc si on parle d'urgence, si on parle de nécessité urgente de s'adapter au dérèglement climatique et donc d'enrayer la perte de biodiversité, c'est pas pour rien. Ce n'est pas une idéologie d'en parler. C'est un déclin qui est constaté et qui a des conséquences réelles directement à la fois sur la faune, la flore, la nature, mais sur notre habitat, duquel on dépend. Et restaurer la nature en ville, c'est aussi développer, par exemple, une ville nourricière, une ville qui permettra, non pas à elle seule, l'agriculture en milieu rural restera importante aussi, mais qui permettra d'apporter une première réponse en termes d'alimentation. C'est pour ça aussi que se développent les ceintures alimentaires, c'est pour ça que se développent des ruchers en ville, parce que c'est un ensemble, en fait, de mesures et de démarches qui sont mises en place et qui sont mises en place davantage finalement par les citoyens et par des entrepreneurs locaux que par les pouvoirs publics. Et c'est là que le bas blesse. C'est que politiquement, même si au niveau du Parlement, par exemple, ou de la Commission européenne, l'urgence climatique a été reconnue, dans les faits, ça ne se traduit pas dans la mise en œuvre de politiques. Ça ne se traduit pas au niveau agricole, puisqu'on continue avec des autorisations et des dérogations à l'utilisation du glyphosate, alors qu'il est reconnu comme ayant un impact le glyphosate, il est autorisé à la vente jusqu'à la fin de cette année, mais il est question effectivement de renouveler cette autorisation de mise sur le marché. Glyphosate de Monsanto, qui est considéré comme possible cancérigène, en tout cas par l'OMS. Donc, grand sujet d'inquiétude ici au Parlement européen. Bien sûr, c'est un sujet d'inquiétude, que ce soit le glyphosate ou d'autres produits phytosanitaires qui continuent à obtenir des dérogations. Je crois que l'Europe doit appliquer un principe qui est celui de précaution. Et quand il y a un doute par rapport à certains produits, à leur impact sur la santé et l'environnement, certains n'ont plus de doute, mais des rapports continuent effectivement à être publiés et sur lesquels certains gouvernements s'appuient pour demander ce genre de dérogation à l'Union européenne dans l'utilisation de pesticides qui sont potentiellement, je mets potentiellement entre guillemets, cancérigènes. On voit quand même qu'il y a un impact dans certaines zones direct sur l'état de la biodiversité, la perte de biodiversité et l'état de la santé humaine, puisque les deux sont intimement liés. Ça pose aussi des problèmes en termes de pollution de l'air, qui est une des premières causes de décès prématurés, d'asthme chez les enfants. Si on voit les cas d'asthme chez les enfants se démultiplier ces dernières années, c'est directement lié aussi à la pollution de l'air, que ce soit les émissions de CO2, mais aussi l'utilisation de ce genre de produits. Et donc là, l'Union européenne a une énorme responsabilité, puisque c'est à elle d'imposer la sortie et de s'y tenir. Puisque l'objectif, c'est aussi d'accompagner le secteur agricole, par exemple, dans la réutilisation de méthodes qui permettent de se passer de ce genre de produits phytosanitaires qui ont un impact négatif sur l'environnement et sur la santé humaine. Thomas Jean, est-ce que vous avez envie de poser une question à Saskia Bricmont? Que fait l'Europe, par exemple? Est-ce que c'est une question qui trotte dans votre tête? Moi, je constate au quotidien sur le terrain que les personnes qui vont participer à la préservation d'un milieu ou d'une espèce, c'est pas nécessairement le politique. Bien au contraire, en général, c'est plutôt la source du problème. C'est plutôt les citoyens. Et à ce titre-là, ça s'illustre quotidiennement, que ce soit les groupes moineaux qui tentent de préserver justement les populations de moineaux qui sont en déclin assez drastique, que ce soit des collectifs comme Sauve la Free Josaphat ou le Marais Wils ou Save de Dunderberg, sont tous des citoyens qui ont conscience de la richesse naturelle de ces zones-là et qui veulent les préserver face à la proposition de développement du territoire qui n'est absolument pas adaptée au contexte environnemental et climatique actuel. Donc ce sont les citoyens qui alertent les politiques aujourd'hui. On l'a vu au niveau du climat, on pourrait le voir, ou on le voit également déjà au niveau de la biodiversité également. Alors ils alertent, mais ils tentent aussi de trouver des solutions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'historiquement, ici à Bruxelles, il y a plusieurs espaces verts très riches biologiquement, dans lesquels on va retrouver une multitude d'espèces animales et végétales, qui ont été préservées grâce à des initiatives citoyennes. On a tous subi le confinement, on a tous été cloîtrés chez nous pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. On avait la possibilité d'aller dans des espaces verts, et il y en a un qui est assez grand, et dont beaucoup de Bruxellois ont profité, c'est le Coberg.
Et cet espace vert qui se trouve dans la commune d'Uccle a été préservé grâce à des citoyens. Et il y a très peu de personnes qui en ont profité pendant le confinement qui le savaient. En fait. Donc ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas trop compter sur les politiques. Si, puisqu'il y a des politiques qui vont dans le sens de la préservation de la biodiversité, et pas que en milieu urbain. Mais par contre, je pense qu'on a une marge de manœuvre qui est plus importante, qui est plus accessible aussi, et qui est plus fédératrice au niveau de l'intelligence collective, au niveau des initiatives citoyennes. Ça vous dit quoi, Saskia Bricmont, quand vous entendez que des citoyens se disent « bon, aujourd'hui, il faut se prendre en main, il faut prendre les situations, les problèmes en main nous-mêmes et pas trop compter sur les politiques ». Pas trop compter sur les politiques, c'est beaucoup dire parce que, par exemple, typiquement à Bruxelles, la législation doit évoluer pour autoriser certaines démarches qui ne le sont pas aujourd'hui. Et c'est tout le nœud du problème, en fait. Josaphat en fait partie. Et je crois éminemment en l'intelligence collective et en la co-construction. Je pense que la ville doit se construire avec ses citoyens. Ce sont les premiers bénéficiaires des aménagements urbains. Et qui, de mieux pour savoir ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin sur leur mobilité et la manière dont ils se rendent à l'école, à la supérette locale, à leur travail, et comment ils veulent le faire. Et oui, effectivement, des démarches citoyennes comme celles que l'on peut voir, la friche Josaphat et l'évolution des discussions autour de la friche, vient aussi d'initiatives portées par les citoyens au départ, qui veulent réfléchir à une autre manière de développer les projets urbains. Et je pense que c'est extrêmement bénéfique. Et effectivement, le politique doit être à l'écoute de ces attentes-là aussi et évoluer avec les demandes. Je crois que le visage de Bruxelles est en train progressivement de changer. Il y a la coulée verte, il y a la volonté de se reconnecter aussi au canal, d'avoir davantage d'espaces qui sont intégrés, de repenser la végétalisation de la ville. Je crois que Bruxelles, comme toutes les villes, doivent donner un petit coup d'accélérateur à cette transition vers des villes plus vertes, qui doivent en fait redevenir des poumons respirables. Et la mobilité est un des points noirs très souvent dans les villes. Or, des expériences de villes qui ont changé cette mobilité, qui ont réduit la pression automobile en ville, tout le monde en sort plutôt satisfait. Et la qualité de vie s'en trouve améliorée en ville aussi. Et la volonté de venir habiter en ville peut contribuer à ça aussi. Ça permet aussi de réduire les déplacements et les navettes en voiture vers la ville. Donc c'est un tout en fait, c'est un ensemble. Et je crois qu'on devrait plus souvent, en tant que politique aussi, prendre davantage des lunettes d'enfant quand on pense aménagement du territoire. Parce qu'une ville et des aménagements urbains, de logements, de bâtiments qui sont adaptés aux besoins des enfants ont généralement cette approche beaucoup plus verte et connectée à la nature qui finalement est bénéfique pour tout le monde. Et puis je tiens quand même à préciser qu'il y a un certain nombre de personnalités politiques qui vont dans le sens des initiatives citoyennes et qui soutiennent justement et qui œuvrent à leur niveau pour appuyer ces propositions qui sont faites, ces alternatives qui sont proposées. Donc il ne faut pas voir une séparation, au contraire. Mais par contre, on a une capacité de faire évoluer les choses positivement au niveau citoyen. Et ça, c'est important de le prendre en considération. Et c'est ce que j'essaie de rappeler dans le livre. Et vous êtes d'accord avec Saskia Bricmont, faire du vélo, c'est bon pour les petits oiseaux? D'une certaine manière, effectivement. Ça va être bon pour la qualité de l'air. Abandonner la voiture. Mais tout dépend de la manière dont ça va être adapté en pleine ville. Moi, j'ai le souvenir d'un projet de piste cyclable qui a été envisagé et qui traversait un espace boisé et pour lequel on a dû abattre des arbres pour construire une piste cyclable. Vous n'êtes jamais constant, Thomas Jean. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a une question de cohérence qui doit être entière. Et la cohérence au niveau écologique, elle est très complexe. Mais c'est pas parce que c'est complexe que ça ne doit pas être pris en considération. Saskia Bricmont, à côté de vous, 2 enveloppes avec une bonne question et une mauvaise question. Vous prenez laquelle? Je vais prendre la bonne et l'enveloppe verte. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais deviné que vous alliez prendre cette question-là. Êtes-vous perfectionniste comme Valérie Pécresse? Alors Valérie Pécresse, qui est candidate de la droite à l'élection présidentielle en France et qui a dit le seul défaut que j'ai, c'est être perfectionniste. Je pense avoir très peu, voire pas du tout de points communs avec Valérie Pécresse. Donc voilà, je ne m'exprimerai pas sur ses défauts ou ses qualités. Personnellement, je suis plutôt perfectionniste et je le vois comme une qualité dans le travail, d'aller au bout des choses et de ne pas prendre les choses à la légère. Et aller au bout des choses, pour continuer la conversation, c'est par exemple travailler avec les citoyens. Et en tant que député, je vois le rôle de député comme un relais
des citoyens, des revendications citoyennes et des besoins aussi des citoyens. C'est dommage que les Verts en n'aient politique. aucune chance en France au niveau de la présidentielle. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à Yannick Jadot? Je crois que Yannick Jadot a entamé une très bonne campagne électorale. Je pense qu'il faut continuer à mettre l'urgence climatique au cœur des débats. C'est aussi un enjeu fondamental de cohésion sociale. Et on voit à quel point la France a besoin de cohésion sociale aujourd'hui. Je pense que c'est une erreur fondamentale de faire de la sécurité un thème central de campagne. C'est d'abord donner raison à l'extrême droite, qui veut, et la droite extrême, qui en font des enjeux clés, alors que fondamentalement, les questions de sécurité se règlent aussi par des démarches liées à la cohésion sociale, à restaurer une certaine forme d'apaisement et d'envisager un projet commun. Et ce projet commun, il est porté par Yannick Jadot, qui est celui de la transition écologique. Et je crois que ce sont les enjeux, non pas de demain, mais actuels. La flambée des prix de l'énergie, travailler à des plans de développement des énergies renouvelables, dont on voit aujourd'hui dans le débat actuel que c'est l'énergie la moins chère. On verra s'il parviendra à convaincre les citoyens français. Saskia Bricmont, Thomas Jean, merci de vous être arrêté à Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Station Europe.